Donc bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre patience déjà et bienvenue à ce webinaire qui a pour sujet comment améliorer votre logement pour qu'il soit prêt à passer à la pompe à chaleur. Je suis Lisa Mailleux, je travaille au département de presse de Test qui est donc l'association des consommateurs belges et qui défend vos intérêts et informe les consommateurs déjà depuis 1957. Je suis accompagnée de mon cher collègue Philippe, qui Bonsoir. vous a déjà présenté les autres webinaires, qui est notre expert énergie chez Testacha et qui animera ce webinaire également. Donc, cette séance est le 4e workshop d'une série de 5 webinaires dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Clear HP. HP étant pour le heat pump, donc pompe à chaleur en anglais. Donc, c'est vrai que chez Testacha, nous recevons énormément de questions depuis des années sur le thème du chauffage avec une pompe à chaleur. Et c'est pourquoi nous travaillons d'autant plus sur ce thème pour pouvoir vous informer correctement. Donc, l'objectif de cette séance-ci, précisément, est de vous permettre de vous familiariser avec la technologie de la pompe à chaleur et de savoir quelles étapes sont les plus importantes pour améliorer votre logement pour qu'elle soit prêt à accueillir, évidemment, une pompe à chaleur. Et la séance se terminera par un question-réponse. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit. Philippe vous répondra. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Cher Philippe, je te laisse prendre le relais et nous détailler l'agenda et les modalités du webinaire. Je vous souhaite un très bon webinaire et une belle soirée. Au Merci revoir. beaucoup, Lisa, de m'avoir accompagné pendant ce début de webinaire. Avec grand plaisir. À plus. Oui, donc voilà, bonsoir à tous. Alors d'abord, je vais commencer par quelques petites règles de fonctionnement, hein. Donc ces webinaires qui se passent en ligne, donc on peut accueillir, hein, après parfois les nombres sont très faibles, mais on peut accueillir jusqu'à 100, 200, 300 personnes. Donc évidemment, c'est très compliqué de pouvoir gérer un public comme ça avec des personnes qui peuvent intervenir avec le micro ou la caméra allumée. Et donc c'est pour ça que, et c'est tout à fait normal, votre micro et vos caméras sont automatiquement mises off. Et donc la caméra aussi, c'est une question de bande passante, hein. C'est pour être sûr qu'on n'a pas de problème de connectivité. Alors, le webinaire qui commence maintenant et qui se termine à 20h30, le but, c'est d'avoir une séance équilibrée entre ce que moi, je vais vous fournir comme information, et puis après, une séance de questions-réponses, et donc c'est bien le but d'avoir une interactivité. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on gère cette interactivité si on n'a pas la caméra allumée ni le micro allumé. Et au-dessus de votre écran, vous avez donc sur la gauche, il y a indiqué chat où il y a Q&A, donc pour question and answer en anglais, donc avec deux petites bulles et un point d'interrogation. Et donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir sur la droite de votre écran. Et donc là, vous pouvez, c'est indiqué Start a Discussion, dépendant de la langue que vous utilisez pour Teams. Et donc vous pouvez tout à fait, au fur et à mesure de ma présentation, indiquer vos questions ou vos commentaires directement. Comme ça, vous n'oubliez pas ce que vous voulez demander ou les précisions que vous voulez apporter. Même si au cours de ma présentation, j'y répondrai, c'est pas grave, on fera le tri en fin de séance. Donc voilà. Autre chose aussi au niveau fonctionnement. Donc vous ne devez pas, vous pouvez, mais vous ne devez pas prendre forcément de notes ou prendre des print screens des slides qui s'affichent à l'écran, parce qu'en fait, tous nos webinaires sont enregistrés et donc ils seront disponibles en replay. C'est chaque fois quelques jours après en fait le jour live et ils sont disponibles sur la plateforme du projet ClearHP via laquelle vous vous êtes certainement inscrit à ce webinaire. Alors on va passer donc au contenu et on va être ensemble là pour un petit 50 minutes pour la première partie avant de passer aux questions-réponses. Donc le programme de ce soir, donc je vais vous faire une petite introduction par rapport au projet européen, justement ClearHP, dont Lisa a mentionné le nom, puisque c'est grâce en fait à ce financement de projet européen qu'on peut accorder tout le temps à cette thématique qui le mérite, hein, puisqu'on a énormément de questions sur les pompes à chaleur. Et ensuite, on va parler de ce qui concerne l'amélioration des logements, de votre logement, pour pouvoir accueillir une pompe à chaleur. Donc là, on va parler des pertes d'énergie dans les logements. Quelles sont-elles? Et alors, comment les améliorer? Inévitablement, on passera par majoritairement l'isolation, donc toiture, façade, sol, vitrage et mur. Et alors, on va aborder aussi la pompe à chaleur que vous pouvez tous déjà installer chez vous. C'est le chauffe-eau thermodynamique qui sert au chauffage de l'eau chaude uniquement. Donc, ça ne fait pas de chauffage, c'est simplement l'eau chaude sanitaire, donc qui est destinée aux cuisines, salles de bain et autres.
Et alors, en fin de présentation, j'aborderai aussi des quick wins, puisqu'on parle ici d'économie d'énergie dans le logement. Donc, on n'allait pas se limiter uniquement à l'enveloppe du bâtiment et donc aux aspects de chauffage, mais il y a aussi beaucoup de choses que vous pouvez faire, même si vous êtes par exemple locataire, avec très peu d'investissement et qui permettent d'avoir vraiment une diminution de consommation d'énergie et un temps de retour très rapide. Alors, comme je le disais, donc effectivement, on a une urgence hein, au niveau des enjeux et des objectifs européens qui se déclinent du coup dans les pays et chez nous dans les régions par rapport à la sortie du fossile pour tout ce qui concerne le chauffage. On a beaucoup de questions par rapport à la pompe à chaleur. On a des situations dans lesquelles c'est rentable, d'autres où ça n'est pas du tout rentable. Donc il y a aussi beaucoup de confusion dans ce qui est diffusé dans les différents médias. Et donc nous, on avait vraiment la volonté de pouvoir creuser correctement cette question, mais aussi en dialoguant avec d'autres pays d'Europe qui sont face aux mêmes défis que la Belgique constate tous les jours et auxquels vous faites face aussi. Et donc, on a soumis un projet avec 9 partenaires à l'Europe. Ce projet, c'est le Clear HP que Lisa mentionnait, donc sur HP dans Heat Pump. Et donc, ce projet, il se termine fin juin 2026 et il a déjà commencé en septembre 2023. Alors, on est 9 partenaires, et alors quand je vous disais que c'était très important pour nous de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans les autres pays pour essayer éventuellement de s'inspirer de stratégies ou de solutions qui sont innovantes et qui sont intéressantes pour arriver à faire progresser ces pompes à chaleur qui sont vraiment un type de chauffage performant et renouvelable. Et donc, on a remis ce projet avec donc 7 associations de consommateurs, donc comme la nôtre, qui existent dans d'autres pays d'Europe. Et donc, on travaille avec le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, la Bulgarie et également la Slovaquie. Et là, on a 2 autres partenaires, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques dans la sortie du chauffage fossile vers le renouvelable et la pompe à chaleur. Il y a aussi beaucoup de questions de prix de l'énergie hein, qu'on va aborder un peu plus loin dans la présentation. Et donc, dans ce projet, il y a aussi beaucoup de lobby à faire. Et donc, on a inclus dans ce projet le BEU, qui est le Bureau européen des consommateurs, qui en fait porte la voix de toutes les organisations de consommateurs au niveau européen. Ça nous donne en fait plus de crédit, plus de poids pour pouvoir faire avancer les choses. Et alors, le dernier partenaire qui est en bas de la liste, c'est un partenaire aussi important pour nous, puisque c'est un centre, un institut en fait qui est spécialisé dans tout ce qui est test en laboratoire. Alors évidemment, Test Achat, on collabore très régulièrement avec cet institut. Et donc là, c'est crucial pour nous d'avoir ce partenaire dans ce projet pour qu'on puisse mettre en commun tout ce que l'on apprend de ces tests de technologies nouvelles comme les pompes à chaleur dans le cadre de ce projet-ci, puisqu'on a aussi fait un groupement d'achat avec des installations facilitées de pompes à chaleur dans les logements en Belgique. Et donc, il y a 6 piliers dans ce projet. Je ne vais pas tous les détailler parce que ce n'est pas le but de ce webinaire, mais vous avez le slide qui est ici si vous souhaitez vous faire une pause dans le replay pour constater tout ce qui est fait. Mais en tout cas, les webinaires font partie du dernier pilier qui vise à vraiment informer les consommateurs de façon neutre et objective sur les pompes à chaleur et leurs avantages ou leurs inconvénients également. Et puis, il y a un autre pilier qui est le 4e, où je venais de mentionner les achats groupés, avec donc des contrats qu'on a avec des partenaires extérieurs qui sont capables de faire des installations fiables avec nos conditions et des prix qui sont moyens sur le marché, qui ne sont pas forcément les plus compétitifs, les moins chers, mais qui sont en tout cas un bon équilibre prix-qualité, et avec de surcroît des appareils qui ont été testés en laboratoire de façon indépendante et préalablement à cette opération d'achat groupé. Alors, je vais juste aussi rappeler une chose dans cette introduction, parce que les 2 types de pompes à chaleur dont vous avez certainement entendu parler, qui sont quand même fort débattus dans la presse notamment, ce sont les pompes à chaleur air-eau, donc qui tirent leur énergie de l'air extérieur et qui la redistribuent dans un circuit d'eau chaude. Donc, ce sont typiquement les pompes à chaleur qui permettent de remplacer, par exemple, une chaudière de chauffage central. Et les pompes à chaleur air-air, qui, elles, prélèvent du coup leur chaleur dans l'air extérieur et la soufflent sous forme d'air chaud à l'intérieur. Donc, ce sont typiquement les airs conditionnés qu'on connaît, donc ils sont réversibles, ils peuvent souffler du chaud ou ils peuvent souffler du froid. On les connaît beaucoup plus pour le froid, mais en fait, ils peuvent faire les deux. Alors, la pompe à chaleur air-eau, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté dans ce projet. C'est que la majorité des habitations en Belgique sont insuffisamment isolées que pour pouvoir
remplacer leur chaudière par une pompe à chaleur air-eau. Alors, il y a deux éléments principaux qui nous amènent à faire ce constat. Nous ne sommes pas les seuls à le faire, hein. C'est le fait que, à partir du moment où votre logement n'est pas bien isolé, il faudra prendre une pompe à chaleur qui est très puissante. Or, les pompes à chaleur, ce n'est pas comme les chaudières. Le prix d'une pompe à chaleur est extrêmement sensible à la puissance. Donc, si vous devez mettre une pompe à chaleur de grande puissance, eh bien, vous payerez un budget d'installation extrêmement élevé, qui sera donc très difficile à rentabiliser. D'autre part, comme le logement n'est pas isolé, il faudrait que la pompe à chaleur fournisse une chaleur à une plus haute température. Et donc, sa performance sera fortement affectée par ce type de régime de température. Et donc, elle ne sera peut-être pas 2 à 3 fois plus, elle ne sera pas 5 fois plus efficace qu'une chaudière au fioul ou au gaz, elle sera seulement peut-être 2 ou 3 fois plus efficace. Or, quand vous quittez votre chaudière pour aller vers une pompe à chaleur, vous allez arrêter d'utiliser du gaz ou du mazout et vous allez passer à l'électricité. Et cette électricité, aujourd'hui en Belgique, elle est 3 à 4 fois plus chère que le gaz ou le mazout. Donc vous l'aurez compris, ça veut dire que vous allez avoir un investissement extrêmement élevé et vous n'allez pas le rentabiliser parce que vos factures, en fait, vont augmenter, même si vous consommez moins. Donc ce qu'on conseille pour l'instant, c'est d'investir massivement dans l'isolation. Et si la chaudière est en fin de vie, à ce moment-là, d'opter pour un système hybride. On va pouvoir avoir une chaudière fossile qui va fonctionner en parallèle avec une pompe à chaleur de plus petite taille, qui pourra du coup être le moyen de chauffage principal le jour où l'isolation est terminée. Par contre, les pompes à chaleur air-air, qui font partie des installations groupées que nous proposons dans ce projet, peuvent directement être installées en remplacement du chauffage pour les logements qui sont équipés de chauffage électrique, ou alors des logements qui sont suffisamment isolés, ou des logements dans lesquels on pourrait placer ces pompes à chaleur seulement dans les zones les plus chauffées, comme le séjour et la cuisine par exemple. Et à ce moment-là, ça permettrait d'utiliser ça en automne et au printemps et de limiter l'utilisation du chauffage central qui fonctionne à l'énergie fossile. Donc le bilan de ce que je viens de vous dire qui est vraiment important, c'est la pompe à chaleur, il faut une puissance qui est vraiment adaptée à votre logement lorsqu'il est isolé pour diminuer drastiquement les coûts d'installation et lui permettre de fonctionner à basse température afin d'exploiter sa performance au maximum et donc de pouvoir faire des économies importantes sur votre facture. Et là, on atteint un véritable optimum économique. Comment on arrivera à cette situation? C'est l'objet de ce webinaire justement. Et donc, on va commencer par parler des pertes de chaleur dans le logement. Donc, je suis certain que vous avez déjà entendu, peut-être 1000 fois malheureusement, donc je vais vous le répéter, les pertes de chaleur par ordre d'importance dans un logement moyen. On va avoir 30% par le toit, 20% par les murs, 20% par la ventilation, 15% par les fenêtres, 10% par le sol, et puis une partie mineure par les ponts thermiques, mais qui sont néanmoins des éléments à prendre en compte, on le verra après. Alors pourquoi c'est important de s'attarder et d'essayer de comprendre quelles sont les pertes de chaleur de votre logement aujourd'hui et demain si vous faites des améliorations? Parce qu'en fait, ces pertes de chaleur, elles sont déterminantes pour pouvoir calculer votre consommation, vos besoins de chauffage. Et donc pour pouvoir estimer la facture annuelle ou la facture d'énergie que vous pourriez avoir avec du gaz, du mazout ou avec une pompe à chaleur qui fonctionnerait avec un certain niveau de performance. Ensuite, le fait de déterminer ces pertes de chaleur, ça permet de déterminer qu'est-ce qu'on doit combattre. C'est-à-dire, on doit pouvoir apporter plus de chaleur que ce que la maison n'en perd en plein hiver. Et donc, ça permet de déterminer la puissance de la chaudière, puisque ce type de calcul existait déjà, hein, même pour les chaudières. On n'a pas attendu la pompe à chaleur, mais il est d'autant plus critique pour la pompe à chaleur, comme on vient d'aborder, pour pouvoir déterminer quelle est la taille idéale pour votre logement à partir du moment où l'enveloppe est améliorée. Et en même temps, last but not least, mais très très important quand même, quand on parle de chauffage, on parle aussi d'avoir un certain niveau de confort chez soi. Et donc ça, c'est l'élément que j'ai pas encore forcément cité, mais installer même une pompe à chaleur surdimensionnée qui va fonctionner à haute température, dans un bâtiment qui n'est pas du tout isolé, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à apporter une sensation de confort suffisante, surtout quand on va avoir des périodes de pic de froid très importantes. Alors, vous allez peut-être me dire: «Oui, mais voilà, moi je suis dans un logement,
j'ai acheté ce logement, mais je n'ai pas toutes les informations. J'ai eu un certificat PEB, certes, mais il y a pas mal d'informations qui manquent parfois, hein, avec des indications de type isolation absente ou inconnue. Et donc finalement, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez estimer s'il y a eu de l'isolation ou des travaux dans votre logement? Et est-ce que ces travaux sont efficaces? À quel niveau sont-ils efficaces? Et donc finalement, est-ce que votre façade a été isolée ou pas? Est-ce que vous devez retravailler cette partie-là ou vous concentrer sur d'autres aspects qu'on va voir ce soir? Eh bien ça, si vous n'avez pas assez d'informations, il y a 2 éléments qui permettent de vérifier, les pertes d'énergie d'un logement. Donc la caméra thermographique, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc là, il faut faire appel à un professionnel qui est certifié pour pouvoir utiliser ce type de caméra. Et ça vous permettra d'identifier, s'il y a de l'isolation ou pas du tout. Et si l'isolation qui est présente, qui date peut-être un peu, est suffisante ou, insuffisante, ou si elle a été mal posée, par exemple, s'il y a des endroits où l'isolation n'est pas présente, ou si, par exemple, vous avez, matériau isolant qui s'est mal, qui a mal vieilli, on va dire, notamment dans certaines toitures. Parfois, on a de l'isolation qui s'est tassée et donc en sommet de toiture, on a un endroit où il y a plus d'isolation. Donc ça peut se corriger, et donc ça permet d'objectiver 1: est-ce qu'il y a de l'isolation, oui ou non? Est-ce qu'elle est suffisante ou pas? Et est-ce qu'elle est correctement placée ou est-ce qu'il faut faire des interventions ciblées? Ce qui permettra quand même de réduire nettement le budget des interventions quand on sait où est-ce qu'on doit agir. Et un dernier point aussi, ça permettra d'identifier d'éventuels problèmes d'humidité dans, l'enveloppe du bâtiment. Et donc quand on commence à isoler, donc ça c'est le point qu'on va aborder après, quand on commence à isoler un bâtiment, l'aspect critique, c'est quand même de vérifier qu'il n'y a pas de problème d'humidité. Parce que isolation et humidité, ça ne fait pas bon ménage. Alors l'autre aspect qui est aussi intéressant, c'est de voir s'il y a des fuites d'air ou des courants d'air dans votre bâtiment. Donc quand le bâtiment est, relativement récent, on va dire, ou que des travaux assez importants ont été effectués sur votre bâtiment, et que vous constatez tout de même qu'il y a un inconfort ou vos consommations restent élevées, un des éléments qui peut, permettre de faire des corrections, c'est de vérifier l'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc c'est comme si je vous mettais, sur une plage de la mer du Nord en plein hiver, je vous mets un pull, tout va bien, je commence à déclencher un vent à 30-50 km/h, je pense que le pull sera complètement inutile. Donc il faudra rajouter une couche d'étanchéité à l'air pour stabiliser justement la performance de l'isolant et l'air qui s'y trouve emprisonné. Et donc on va dire qu'on va mettre un coupe-vent, Kawe, peu importe. Et donc là, c'est ce qui permet de vérifier si l'étanchéité à l'air du bâtiment a été correctement effectuée. Si ça n'est pas le cas, avec ce test, à ce moment-là, il y a moyen de faire des corrections très ciblées. Donc ce sont souvent les raccords entre les murs et la toiture ou le passage de techniques comme, l'électricité ou la plomberie qui peuvent parfois poser problème. Et donc faire un test d'étanchéité à l'air, un blower door comme ça s'appelle ici, ça a un coût et donc ça n'a d'intérêt que si votre bâtiment évidemment, a fait l'objet de certains travaux et vous voulez vérifier la qualité de ces travaux. Si par contre ça n'est pas le cas, mais vous sentez que vous avez un inconfort dû à des courants d'air, que ce soit en niveau de toiture ou au niveau de certains châssis par exemple, vous pouvez très bien vous-même vous procurer online des testeurs de fumée qui donc, projettent une fumée, hein, qui est, sans aucun, danger, à l'endroit où vous suspectez qu'il y a des fuites d'air. Donc vous faites ça en hiver quand vous chauffez à l'intérieur et qu'il fait froid à l'extérieur et vous pourrez constater en fait s'il y a vraiment des fuites, à ce moment-là de fumée vers l'extérieur, ce qui vous permettra d'objectiver assez facilement s'il y a des zones où des corrections sont nécessaires pour améliorer le confort du bâtiment. Puisque isolation et étanchéité à l'air, les 2 sont vraiment cruciaux pour pouvoir vous permettre d'avoir un bâtiment qui est, performant et qui consomme peu. Alors dans les solutions, une fois qu'on a, constaté ce qui peut être amélioré ou s'il y a tout à faire chez vous, donc réduire les pertes de chaleur, ça passera par l'isolation et donc on va commencer par, la toiture, après on passera en vue les murs et les fenêtres et puis, les sols et on va aborder les ponts thermiques, mais plus dans le fait que c'est un élément qui est à prendre en compte dans la qualité des travaux d'isolation. Alors la toiture, là, vous avez différentes, possibilités, hein, d'intervention et donc ces possibilités d'intervention, elles vont être fonction de l'état de votre toiture. Est-ce qu'il faut remplacer complètement les tuiles parce qu'elle est en mauvais état?
est-ce qu'il y a une sous-toiture? Donc c'est une membrane ou une plaque qui se trouve sous les tuiles et qui évite en cas de problème sur la toiture d'avoir directement l'eau qui s'infiltre dans la maison. Et alors il y a aussi la possibilité d'isoler le plancher du grenier entre les gîtes, si vous n'utilisez pas en fait, l'espace du grenier au-dessus duquel se trouve, la toiture. On va voir les avantages et inconvénients de chaque méthode. Donc ici, si vous isolez par à l'intérieur, on voit la petite photo sur la gauche. Ça veut dire que vous placez en fait de l'isolation, entre les chevrons, donc ce sont donc les pièces de bois qui constituent la structure de la toiture. Et on voit ici qu'il y a une membrane, hein, dans le fond de la niche là, et donc c'est effectivement la sous-toiture. Donc il y a une sous-toiture, donc à ce moment-là, on peut placer de l'isolation. Et puis on termine par une étanchéité à l'air, c'est la membrane que vous voyez sur laquelle il y a du tape bleu foncé et bleu clair. Et donc ça, c'est vraiment pour cette fameuse étanchéité à l'air dont je parlais. Alors l'avantage, c'est que c'est réalisable soi-même, que c'est bon marché et qu'il y a de nombreux matériaux que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins. Donc par exemple, il y a des matériaux qui sont plus souples, comme ce qui est mis sur la photo, et donc qui permettent d'avoir un confort acoustique si vous êtes dans une zone où il y a par exemple du survol aérien, ou vous êtes le long d'une voiture où il y a beaucoup de circulation, et donc vous êtes un peu gêné par ce type de bruit et vous souhaiteriez que votre toiture soit aussi un rempart par rapport à cet aspect de bruit. Alors l'inconvénient, c'est que en général, dans les structures des toitures qui sont relativement anciennes et donc qui n'ont pas été isolées, donc qui ont en général plus de 30 ans, plus de 40 ans, l'épaisseur qui est disponible n'est pas suffisante. Donc il faut rajouter une pièce sur les chevrons pour pouvoir augmenter l'épaisseur disponible. Et donc ça veut dire que vous allez perdre une partie de votre espace sous la toiture. Alors il y a aussi un autre aspect, c'est que vous devrez remplacer toutes les finitions intérieures. Donc ce genre de travaux est souvent entrepris par des personnes qui vont aménager en fait tout un espace sous toiture qui ne l'était pas avant et donc dans lequel il n'y avait pas de finition intérieure. Si vous avez déjà des finitions intérieures, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, si vous optez pour cette optique-là, parce que vos tuiles sont en bon état, ben, il va falloir quand même enlever toutes les finitions intérieures et les renouveler. Alors on peut aussi passer par l'extérieur, comme on voit sur la photo ici. Donc il y a donc les gîtes principales du toit, ici il n'y a même pas de chevron. Et on place des grands panneaux d'isolant qui vont permettre d'accueillir les lattes, les contre-lattes, les tuiles, etc. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a aucune perte d'espace à l'intérieur, c'est qu'on peut conserver toutes les finitions intérieures. Donc, si vous ne voulez pas de chantier à l'intérieur et que vous avez déjà en fait des finitions, des chambres, différents espaces que vous ne souhaitez pas, voilà, inclure dans un chantier, c'est une possibilité. Alors, l'avantage, c'est que vous allez avoir un toit complètement neuf parce qu'il faut enlever toute la couverture, donc il faut renouveler toutes les tuiles et rajouter une sous-toiture. Bon, par contre, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans une situation où le toit est vieux et vous devriez changer toutes les tuiles, mais c'est peut-être pas la meilleure option forcément à sélectionner, puisque l'inconvénient, bon, je mets ça dans l'inconvénient, hein, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose de passer par une entreprise professionnelle, mais c'est parce que ça va de concert avec un budget qui est beaucoup plus cher et que vous ne maîtrisez pas forcément. Et donc, dans ce type d'isolation, par l'extérieur, on travaille souvent avec des panneaux. Et donc, la plupart des entreprises travaillent avec des panneaux légers en polyuréthane, donc des panneaux qui sont vraiment très durs, donc aucune souplesse et très légers. Et donc, ça veut dire qu'au niveau acoustique et au niveau confort d'été, le confort d'été est amélioré par un matériau qui est assez dense et assez lourd, ce qui n'est pas le cas de ce type de panneau. Donc là, ben, vous serez tributaire de ce que la société de toiture vous proposera. Alors après, il y a moyen de faire une combinaison des deux, donc de travailler à l'extérieur avec ces panneaux, et puis de combler l'espace dans la structure du toit en complément, et puis de mettre la membrane d'étanchéité à l'air, et enfin une finition. Alors l'avantage, c'est que vous repartez de nouveau avec une toiture entièrement neuve, donc une étanchéité à l'eau qui est vraiment fiable, et avec une garantie, hein, puisque ça c'est quand même l'avantage de passer par une entreprise professionnelle. Autre avantage, c'est que vous pouvez connecter, en fait, c'était le cas dans le slide précédent, vous pouvez connecter, en fait, ou prévoir la connexion de cette isolation de toiture vers les façades extérieures. Si vous comptez dans 5, 10 ans, 15 ans, peu importe, ça dépend de votre planning, de votre budget, vous comptez isoler vos façades par l'extérieur. L'idéal serait d'avoir une couche d'isolation
qui soit continue, et donc d'avoir un raccord entre cette isolation de toiture et cette isolation de façade. Quand vous faites des travaux d'isolation de ce type-là, c'est possible. Et là, vous allez avoir un haut niveau d'isolation parce que vous avez 2 couches, une à l'extérieur et une dans la structure. Et donc, vous pouvez faire une combinaison des 2 et donc utiliser un matériau souple, comme sur la première photo du haut, pour répondre à des spécificités ou des besoins personnels que vous auriez par rapport à l'acoustique et par rapport au confort d'été. Alors là, l'inconvénient, c'est que soit vous passez par l'entreprise, soit vous passez en partie par l'entreprise. Comme l'entreprise va vous fournir une garantie décennale, je pense que c'est un défi, mais c'est possible, hein, de demander à l'entreprise que vous fassiez une partie, la partie qui se trouve dans la structure de la toiture. Donc après, c'est quelque chose à négocier parce que les entreprises n'aiment pas forcément que le particulier travaille sur leur chantier. Le désavantage, c'est qu'évidemment, comme il y a une grande partie qui est faite par l'entreprise, ben, ça sera beaucoup plus cher puisque la main-d'œuvre, ce n'est pas vous, donc vous la payerez. Et il y aura de nouveau une attention très importante à apporter pour le pare-vapeur et l'étanchéité à l'air. Alors, dernière option pour la toiture, c'est sûr que si vous avez une toiture avec un grenier qui se trouve en dessous et vous l'utilisez comme lieu de stockage, mais vous n'avez pas du tout l'intention d'utiliser cet espace comme une pièce d'habitation, et donc il n'y a pas de nécessité de le chauffer, ben, l'avantage, c'est que vous pourriez du coup isoler le plancher de grenier entre les chevrons pour éviter de le chauffer inutilement ou indirectement par les espaces qui sont en dessous. L'autre avantage, c'est que c'est très facile à réaliser soi-même. Le seul inconvénient, c'est que si finalement 5 ou 10 ans plus tard, vous décidez quand même d'aménager cet espace, ben, votre toiture ne sera pas isolée et donc en fait, vous allez réaliser entre guillemets un double travail puisque vous allez isoler cet espace dans un deuxième temps. Alors pour les murs, là, on a 3 options, donc ça dépend de l'architecture de votre bâtiment. Soit on peut le faire par l'intérieur, soit on peut le faire par l'extérieur, soit on peut remplir une coulisse. Donc une coulisse, c'est quoi? C'est un creux dans un mur et donc ça, c'est typique des constructions à partir des années 50-60. Il y a énormément de bâtiments qui ont eu ce creux. Donc le but, c'était d'éviter que les précipitations, la pluie qui coule sur la façade ne créent des problèmes d'humidité dans le bâtiment. Donc on verra plus tard dans quelles conditions on peut remplir effectivement ce creux d'isolant. Alors par l'intérieur, ben, on pose une structure le long du mur et on remplit l'isolant. On passe de nouveau le fameux pare-vapeur avec l'étanchéité à l'air, donc des rouleaux adhésifs qui sont vraiment prévus à cet effet pour être sûr de colmater chaque petit trou éventuel pour éviter des fuites d'air donc à travers l'isolation. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire vous-même. C'est vraiment bon marché. Acoustiquement, si c'est important pour vous, vous prenez des matériaux souples et vous avez une amélioration acoustique du local. Et un autre avantage, c'est que toutes les façades que vous ne pouvez pas isoler, par exemple les façades du côté rue dans certaines villes, vous pourriez donc du coup avoir recours à cette technique d'isolation par l'intérieur. Alors l'inconvénient évidemment, c'est que ça réduit l'espace intérieur. Il y a des précautions importantes à prendre au niveau du pare-vapeur et de l'étanchéité à l'air, donc il faut être très très soigneux. Après, il y a un aspect de pont thermique, on va le voir juste après. Et puis, il faut vérifier par contre la perméabilité à la vapeur de votre façade sur laquelle vous intervenez et son orientation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous isolez une façade par l'intérieur, elle ne sera plus vraiment chauffée pendant l'hiver. Il y a beaucoup moins de chaleur qui va passer à travers le mur. Et donc, s'il y a de l'humidité qui passe à cause de fuites d'air éventuelles à travers l'isolation jusque dans cette façade, eh bien, cette humidité, elle pourrait ne pas sortir parce que la façade est nettement moins chauffée par voilà, vos activités de chauffage dans la pièce concernée. L'autre aspect, c'est que si votre façade est peinte, par exemple, avec une peinture de façade, ou si vous avez des briques qui sont émaillées, qui sont vernissées, eh bien, ces surfaces ne sont pas du tout perméables à la vapeur d'eau. Donc, si vous avez pendant l'hiver une accumulation de vapeur d'eau qui passerait parce que votre étanchéité à l'air n'est pas parfaitement réalisée, vous pourriez avoir une accumulation d'humidité dans le mur qui ne sortirait jamais. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est à vérifier. Et après, si votre façade, par exemple en briques traditionnelles, avec des joints ou ciment ou à la chaux, peu importe, elle est donc par nature, elle est ouverte à la vapeur. Mais par contre, à ce moment-là, si
elle devrait être idéalement fort ensoleillée ou un minimum ensoleillée pendant l'été pour permettre son séchage. Et pour éviter qu'elle n'accumule de l'eau de pluie si elle est fortement exposée à la pluie, il faudrait idéalement placer un hydrofuge. Donc ça, c'est un produit transparent qui permet de garder une ouverture à la vapeur de la façade, mais qui évite que la pluie ne puisse rentrer et donc s'accumuler dans la maçonnerie. Alors par l'intérieur, ici, un petit schéma de principe. Donc là, vous voyez deux façons de faire. Donc il y a une structure en bois et il y a une structure en métal, donc comme les cloisons intérieures. Donc le métal n'est pas forcément ce qu'on retient le plus parce que ça crée un pont thermique. Par contre, pour éviter d'avoir un pont thermique, justement, on recommande toujours d'avoir les couches d'isolation en deux couches séparées. Et ensuite, on termine par le pare-vapeur et la finition en plâtre. Alors, vous mentionnez justement le côté pont thermique. Alors, par rapport à ça, ici, on voit donc une façade qui a été isolée par l'intérieur. Donc, on va dire que c'est le rez-de-chaussée et puis le premier étage. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Que à partir du moment où on a mis suffisamment d'isolant, on va avoir tout de même un point froid dans la façade qui va devenir d'autant plus froid que le reste a été isolé. Ce sont les points en fait de connexion avec les planchers qui sont entre les étages. D'autant plus si le matériau est conducteur. Donc quand on a un plancher en béton, par exemple, ça sera d'autant plus critique par rapport à un plancher en bois où on pourra encore se permettre de placer l'isolation entre les différentes gîtes qui séparent les deux étages. Et donc ça suppose de travailler sur les planchers et de travailler sur les plafonds. Donc là, le but, c'est de limiter en fait ces ponts thermiques. Et donc idéalement, il faudrait faire un retour d'isolant euh, sur environ 1 mètre, donc sur le plancher et sur le plafond, ou ici, si on imagine que ce sont deux pièces qui sont en fait de deux maisons voisines, de revenir le long des mitoyens pour éviter d'avoir ces ponts thermiques. Alors évidemment, c'est très compliqué de faire ce genre de choses parce que ça implique beaucoup de travaux à l'intérieur, soit entre étages, soit sur les murs mitoyens. Et donc, dans la plupart des cas, les personnes qui décident de finalement faire une isolation par l'intérieur mettre une couche très faible pour éviter de créer un pont thermique qui soit problématique. Il faut savoir que si vous décidez de placer une isolation dans une paroi ou dans une toiture, l'idéal c'est de mettre le maximum possible. Maintenant, si avec une façade à rue, vous n'y arrivez pas et que les deux options c'est je ne fais rien ou je mets quelques centimètres, eh bien l'idéal ce sera quand même de mettre quelques centimètres parce que les premiers centimètres sont les plus efficaces. Et ça, on va voir ensemble à la fin de cette section dédiée à l'isolation. Alors l'idéal, évidemment, c'est d'isoler par l'extérieur. Alors pourquoi? Parce que on couvre toute l'enveloppe du bâtiment et donc on limite les ponts thermiques et on n'a aucun impact à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Ça veut dire que vous avez un chantier qui n'est que à l'extérieur, donc il ne va pas perturber vos activités et les locaux que vous utilisez. Après, d'office, vous passez via une entreprise, c'est donc beaucoup plus cher, mais c'est surtout plus cher du fait de la nécessité d'une nouvelle finition de façade. Alors bien sûr, vous pouvez mettre un crépi, qui est la solution la moins chère, et puis après, vous avez toute une gamme de possibilités jusqu'au lambris en bois ou en métal, par exemple, qui là, évidemment, les prix s'envolent, et donc ce sont des choix qui vont avoir un impact sur le budget de ce type de travaux. Et alors les deux choses que je mentionnais par rapport à la façade à rue ou isolée par l'intérieur seraient sans doute une solution plus facile. C'est que dans beaucoup de cas, tout ce qui est visible de l'espace public nécessite un permis d'urbanisme. Donc là, je vous invite à vous renseigner auprès de votre commune. Certaines, en fait, autorisent les isolations de façade côté rue, mais pas au rez-de-chaussée, mais aux étages supérieurs, oui. Certaines demandent une déclaration auprès de l'urbanisme, d'autres demandent des permis complets. Donc ça, c'est vraiment des spécificités qu'il faut pouvoir vérifier. Alors même si on isole par l'extérieur, je disais, on n'a pas de pont thermique, attention, ça ne veut pas dire que on ne se retrouve pas avec des points d'attention. Puisque si on conserve ces châssis qui étaient déjà placés avant, on le voit ici sur l'image, si on arrête l'isolation juste au niveau du bord des châssis, on va de toute façon avoir un pont thermique qui va poser problème. Donc l'idéal, c'est de revenir avec l'isolation de façade extérieure, avec une petite couche d'isolant qui peut être plus petite, jusqu'au bord du châssis pour éviter le pont thermique et éviter de la condensation à l'intérieur, et donc que le châssis ou le mur ne se dégrade.
Donc ça, c'est très important. Le jour où vous devez changer vos châssis, de déjà prévenir la société de châssis que vous comptez isoler vos façades, par exemple. Parce que ça leur permettra de placer le châssis différemment ou de vous proposer des châssis avec un encadrement qui sera beaucoup plus épais, de sorte à pouvoir laisser une marge suffisante pour pouvoir revenir avec l'isolation le jour où vous ferez ces travaux. Alors la solution, évidemment, quand on isole la façade à l'extérieur et qu'on change les châssis en même temps, ce qui est souvent proposé, c'est un système d'accrochage en fait des châssis sur la façade, et donc les châssis se retrouvent dans la coule d'isolation, et donc ça c'est évidemment le cas techniquement le plus idéal, mais ça suppose évidemment dans vos phases de voir si c'est faisable ou si ça n'est pas faisable, et donc la solution intermédiaire qui est présentée dans la figure du milieu est tout à fait correcte. Alors d'autres points d'attention à l'extérieur, regardez, ben voilà, là on voit un châssis où il y a déjà le bas de la nouvelle fenêtre qui est posé, parce que plus tard de l'isolation de façade sera mise, et donc on a aussi donc le haut de la toiture qui devrait être modifié pour pouvoir protéger toute l'isolation qui sera posée sur cette façade. Alors je vous parlais du remplissage de la coulisse, donc ce sont ces fameux murs creux, donc si vous voyez sur l'image toutes les briques qui sont les unes à côté des autres et qui sont toutes allongées, si elles sont toutes allongées comme ça et qu'il n'y en a pas d'autres intermédiaires, et qu'au-dessus des fenêtres, vous constatez des petits orifices dans la façade, il y a de très très fortes chances, et que votre bâtiment date après les années 50, après les années 60, il y a de fortes chances que vous ayez effectivement un creux qui se trouve dans votre mur. Donc l'avantage de ces travaux de soufflage ou de pulvérisation d'isolant dans ce creux, c'est que c'est bon marché, c'est extrêmement rapide, il n'y a pas d'impact sur l'intérieur du bâtiment. Alors, les avantages, on passe par une entreprise, donc vous êtes tributaire évidemment des offres et du timing de l'entreprise, et vous ne pourrez pas mettre une épaisseur personnalisée, c'est-à-dire que vous pourrez mettre effectivement l'isolation qui correspond au creux qui se trouve dans votre mur. Alors, on recommande minimum 5 cm de toute façon pour que ça soit efficace, et dans les régions où il y a des primes pour ce type de travaux, on vous demande d'avoir 5 cm minimum, sinon vous n'êtes pas éligible à la prime. Et de toute façon, si vous faites venir une entreprise chez vous, ils pourront vous dire rapidement s'il est faisable pour eux de remplir avec de l'isolant le creux du mur ou pas, puisqu'ils ont besoin aussi d'un minimum d'épaisseur pour pouvoir intervenir avec leur matériel. Et alors, oui, aussi, ça n'est pas toujours possible parce que si la façade n'est pas ouverte à la vapeur, parce qu'elle est peinte ou parce qu'il y a des briques vernissées, par exemple, on vous dira que ce n'est pas possible parce qu'il y a un risque de migration de vapeur d'eau de l'intérieur du logement vers l'extérieur à travers l'isolation. Et à ce moment-là, en fait, il n'y aura pas d'évacuation possible de cette humidité. Et il faut laisser à ce moment-là la coulisse vide pour qu'elle puisse jouer son rôle, donc d'être ventilée et donc d'évacuer cet excès d'humidité. Autre point d'attention, ça c'est aussi quelque chose qui peut être fait au niveau thermographique, c'est de voir s'il n'y a pas si la coulisse est propre et donc qu'elle est libre de toute une série de déchets, de ciment, de briques éventuelles qui seraient tombées lors de la construction du bâtiment. Et donc si on a beaucoup d'éléments qui perturbent en fait l'uniformité de la coulisse, ça peut être une restriction qui rendrait en fait ce type de travail impossible. Alors une fois qu'on a vu l'isolation voilà, des murs et des toitures, il vous reste aussi le choix du matériau d'isolation. Alors comment faire? En général, on donne comme repère la fameuse résistance thermique, donc comment est-ce qu'un matériau évite que la chaleur passe à travers lui? C'est bien le but d'un matériau d'isolation. Et donc cette valeur de R, elle est très souvent reprise dans des exigences techniques, soit légales, hein, dans la PEB, ou soit pour l'obtention de primes. Et donc, comment est-ce qu'on calcule ce R? Donc, c'est assez facile. Si vous mettez, par exemple, 20 cm d'un certain type d'isolant, donc vous prenez cette épaisseur en mètres, donc ce n'est pas 20, c'est 0,2, et vous le divisez par le lambda. Le lambda, c'est quoi? C'est la caractéristique qui se trouve dans tous les documents commerciaux ou techniques de l'isolant que vous convoitez. Vous regardez la fiche et le lambda est indiqué. Et donc, vous divisez l'épaisseur d'isolation par le lambda, et vous obtenez cette résistance thermique. Par exemple, pour les toitures, on vous demande d'avoir une résistance de 5, ce qui correspond à environ 11-12 cm de polyuréthane, ou si vous prenez un matériau plus naturel, comme ce qui est mis à l'écran ici, là vous devrez mettre plus d'épaisseur, et donc ça peut varier entre 17, 18, voire 20 cm.
Et donc, le choix de votre isolant, ça peut répondre à vos critères, donc par rapport à l'acoustique ou au confort d'été où les matériaux naturels ont un comportement qui a certains avantages, par rapport à des matériaux classiques comme la laine de verre, la laine de roche ou le polyuréthane. Mais ça va aussi répondre à vos impératifs techniques. Est-ce que vous avez finalement une épaisseur suffisante que pour arriver à une performance qui est demandée ou que vous avez définie par rapport aux travaux que vous souhaitez exécuter? Alors là, je reviens sur ce que je disais par rapport à ne rien faire sur une façade qui urbanistiquement est protégée ou mettre quelques centimètres. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Sur la gauche, on voit une échelle de 0 à 90. Donc ça, ce sont les économies d'énergie en pourcentage. Et en bas, vous avez de 0 à 30 les centimètres d'isolation qui vous permettent d'atteindre ce niveau de performance, de pourcentage, en tout cas d'économie d'énergie. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout une relation linéaire. Donc, c'est-à-dire, si vous mettez 5 centimètres ou si vous mettez 10 centimètres, vous n'allez pas du coup doubler en fait la performance de votre paroi. En fait, les premiers centimètres ont un impact qui est vraiment majeur par rapport à une isolation qui dépasse les 20 centimètres, où on voit qu'il y a quasiment plus d'impact en fait sur la diminution des pertes. Et donc, si sur une façade, par exemple, de maison de ville, vous décidez d'isoler uniquement votre séjour qui est au rez-de-chaussée, par exemple, dont un des murs donne sur la rue, vous pourriez très bien envisager de mettre 2-3 centimètres ou 4 centimètres et on serait déjà à près de 40 à 50% d'économie d'énergie, donc de pertes qui sont stoppées à travers cette paroi, avec un niveau de confort accru également, et avec une faible épaisseur et donc un problème de pont thermique qui est d'autant plus limité que vous mettez peu de centimètres. Après, le seul élément qui est vraiment important à prendre en compte aussi, parce que ce serait dommage, c'est l'épaisseur minimale qui est reconnue par la réglementation PEB, par exemple dans vos certificats PEB. Donc à ce stade, c'est 2 centimètres, ça évoluera peut-être. Donc si vous mettez de l'isolation en faible épaisseur, mettez au moins 3-4 centimètres pour être certain que vous pourriez valoriser en fait cet élément-là, outre le confort et les économies d'énergie, mais aussi dans vos documents PEB. Alors au niveau des fenêtres, là on a différentes solutions, mais qui sont plus liées aux matériaux, hein, et au vitrage évidemment double ou triple. Mais donc là, principalement, vous avez de gauche à droite, en fonction du prix croissant, le PVC, le bois, l'aluminium et le bois qui est recouvert d'aluminium pour éviter de devoir l'entretenir. Donc au niveau des performances, on parlait de la résistance thermique, le fameux R pour les isolants. Pour les fenêtres, là aussi, on a des exigences, soit pour les primes, soit dans le cadre de la PEB. Et ici, vous retrouvez un tableau pour les 3 régions où on va avoir ici, c'est pas le R, on appelle ça le U. Et donc il y a le UG pour classe, donc pour le vitrage, et le UW pour window, c'est-à-dire qui prend en compte le châssis et le vitrage. Alors, en Wallonie, à Bruxelles, on doit être en dessous du fameux 1.1. Ça, je pense que tout le monde l'a entendu depuis très longtemps, quand on a eu des primes pour changer des châssis simple vitrage pour passer au double vitrage. Et en Flandre, on doit être sous ou égal à 1.0. Et alors, pour l'entièreté du châssis, on est à 1.5. Et alors, par contre, quand on travaille toute l'enveloppe du bâtiment, toiture, façade, après, il y a une question de ventilation, hein, de pouvoir renouveler suffisamment l'air et évacuer l'humidité, en tout cas du logement, pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc, une des options qui est possible, plutôt que de mettre un système avec des tuyaux dans tout le bâtiment, ce qui est possible quand on fait une rénovation lourde ou quand on fait un bâtiment neuf, c'est de simplement extraire tout l'air humide des cuisines, salles de bain, toilettes, buanderies, et de laisser l'entrée d'air, mais qui est réglable, au travers des fenêtres. Donc ça impose d'avoir des grilles de ventilation qui sont incluses dans ces châssis. Et donc ça, c'est quand vous changez vos châssis, c'est un point vraiment déterminant qu'il faut aussi prendre en compte. Est-ce que je vais mettre un système complet de ventilation ou est-ce que je vais mettre un système partiel qui va sortir l'air humide des pièces humides, mais alors à ce moment-là, dans les pièces qui ne sont pas humides, chambre, bureau, salon, salle à manger, il va falloir que je signale ça au placeur de châssis pour voir si je mets des grilles qui sont réglables pour permettre l'entrée d'air frais dans le logement. Donc là aussi, on a un raccord à l'isolation qui est très important, comme on l'avait vu sur les figures précédentes, pour éviter les ponts thermiques. Autre chose, on parle de confort aussi, on parle de niveau PEB. Si vous avez des châssis qui sont exposés sud ou ouest,
qu'il n'y a pas de protection sur la façade, vous risquez d'avoir des problèmes de surchauffe. Et donc, au moment de changer le châssis, c'est vraiment le moment de penser à mettre des stores extérieurs ou de demander des verres spécifiques qui permettent de refléter une partie plus importante du rayonnement solaire et donc d'éviter en fait la chaleur solaire de rentrer. Puisque tant qu'à faire, le chauffage, on veut essayer d'économiser l'énergie, mais le refroidissement, c'est vraiment aussi une consommation de demain et ce serait dommage de ne pas l'anticiper au moment du changement des châssis. Alors, résolution du sol, ben ça, c'est le même principe de nouveau. Donc, soit c'est sur terre, soit c'est sur cave ou vide ventilé. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie. Sur terre, le but, évidemment, c'est que on met 2 couches d'isolation. De nouveau, on croise toujours les couches d'isolation pour éviter d'avoir, s'il y a une faiblesse, un endroit où il y aurait du froid qui s'infiltrerait. Et donc, on met des membranes d'étanchéité pour éviter les remontées capillaires d'humidité. On met les couches d'isolation et puis on intègre les techniques ensuite avant d'avoir la finition de sol. Et si c'est votre souhait de rester avec un système d'eau chaude dans votre bâtiment, combinaison radiateur ou chauffage par le sol, à ce moment-là, ce sera l'opportunité de faire installer un réseau pour le chauffage par le sol. Pour le plafond de cave ou le vide ventilé, donc là c'est aussi le même principe, on croise 2 couches d'isolation, puis on met une finition qui permet d'éviter d'avoir le côté ventilé qui va arriver sur la surface inférieure de l'isolant, parce que ça va entamer en partie sa performance. Alors après, les points d'attention sur l'isolation du sol, si vous changez en fait la dalle, si vous enlevez toutes les finitions d'un sol qui se trouve sur de la terre, c'est le moment idéal effectivement de creuser suffisamment pour placer le maximum d'isolation, installer de nouvelles techniques et pourquoi pas mettre un chauffage par le sol. Maintenant, quand vous avez un vide ventilé ou des caves qui sont fortement ventilées, ce qui peut arriver, dès qu'il y a des mouvements d'air, ça crée des déperditions accrues de chaleur et donc ça sera d'autant plus important d'avoir une couche d'isolation qui soit conséquente. La même chose pour le chauffage par le sol, parce que si vous avez un local qui est chauffé à 20 degrés, en dessous un local ventilé où on va avoir en hiver peut-être 10 degrés, vous avez une différence de température de 10 degrés. Si vous faites un chauffage par le sol, vous aurez un chauffage par le sol qui fonctionne dans les 30-35 degrés. 10 degrés en dessous, on n'est plus à des degrés d'écart, on est à 20-25 degrés d'écart. Donc, les pertes d'énergie, elles sont aussi proportionnelles par rapport à la différence de température entre l'environnement chauffé et l'environnement extérieur. Donc, si vous mettez un chauffage par le sol, n'hésitez pas à mettre la couche la plus importante d'isolation juste en dessous de ce système. Donc maintenant, on a vraiment fait le parcours de tout ce qui peut être amélioré dans votre logement au niveau isolation. On sait que ça n'est pas facile. On a beaucoup de demandes d'essayer de trouver des corps de métier, de trouver des offres qui soient comparables, d'avoir aussi des sociétés qui travaillent avec des clauses qui sont fiables et qui protègent suffisamment les consommateurs. Donc depuis quelques années, nous avons développé donc une plateforme sur notre site dont vous trouvez l'adresse à l'écran et qui vous permet donc d'explorer en fait dans une petite maison avec 3 niveaux de priorité, 1, 2, 3, tout ce que vous pouvez faire. Et donc dans ces différentes catégories, en fonction de ce que vous avez constaté chez vous et de ce que vous souhaitez réaliser, vous avez non seulement de l'information pour vous aider à progresser sur votre projet, mais vous aurez aussi la possibilité de demander des offres sans engagement pour pouvoir chiffrer en fait ces travaux, voire passer par le partenaire qui a accepté de travailler à nos conditions dans le cadre de cette plateforme Energy Guide pour pouvoir exécuter les travaux que vous souhaitez réaliser. Alors, un autre élément que j'avais mentionné en début de webinaire, le chauffe-eau thermodynamique, donc la pompe à chaleur que tout le monde peut installer chez soi tout de suite. Alors, c'est quoi le chauffe-eau thermodynamique et c'est quoi l'intérêt? Je vous ai dit au tout début qu'il faut vraiment avoir un bâtiment isolé pour avoir la puissance la plus efficace pour le chauffage de votre bâtiment en pompe à chaleur. Parce que ça permet de limiter les coûts d'installation et ça permet d'avoir la meilleure performance. Or, la production d'eau chaude sanitaire, c'est un type de fonctionnement et une puissance qui est nécessaire qui n'a absolument rien à voir avec les besoins de chauffage. Et donc le fait d'avoir une pompe à chaleur à terme qui devra faire le chauffage et l'eau chaude de votre bâtiment, bien souvent on constate qu'en plein hiver, quand on a parfois des difficultés de puissance
ou à fournir de la chaleur pour chauffer le bâtiment, eh bien, si on rajoute le chauffage de l'eau, eh bien, c'est pas que ça pose un problème, mais ça veut dire que vous allez devoir surdimensionner votre pompe à chaleur pour pouvoir fournir cette eau chaude. Et donc, le fait de séparer ces deux productions, le chauffage avec la pompe à chaleur principale et l'eau chaude avec une petite pompe à chaleur annexe séparée, ça permet de traiter ces deux choses de façon séparée et d'avoir des phases aussi de travaux qui sont différentes. Alors l'avantage, surtout quand on a un boiler électrique, par exemple, si c'est votre cas, c'est que la consommation d'un boiler électrique, c'est 1 kWh d'électricité va vous fournir 1 kWh de chaleur. Donc il n'y a aucune performance à ce type de système. Le chauffe-eau thermodynamique, lui, le fonctionnement, c'est qu'il chauffe l'eau avec une pompe à chaleur air-eau qui est intégrée en fait dans l'appareil. Et donc, pour 1 kWh consommé, il va vous fournir 2 à 3,5 kWh de chaleur. Donc ça dépend des appareils. Dans notre test, on a même des appareils qui ont été jusqu'à 4. Donc ça veut dire que ça va consommer entre 2 à 4 fois moins qu'un boiler classique. C'est quand même très intéressant. Alors, le type de fonctionnement, je ne vais pas forcément le détailler ici parce qu'il est déjà presque 20 heures et j'ai envie d'avoir du temps avec vous pour les questions-réponses. Mais la pompe à chaleur, c'est toujours le même principe. Elle prend la chaleur dans l'environnement extérieur, donc ici, en l'occurrence, c'est l'air. Il y a un circuit jaune et rouge que vous voyez à l'écran, c'est un fluide frigorigène. Donc ce fluide frigorigène, en fait, le but d'utiliser ce type de fluide, c'est qu'en fait, il absorbe très rapidement la chaleur et il peut la redistribuer très rapidement. Et donc on le met sous haute pression, et en augmentant la pression, en fait, il va donc s'adapter à ce nouvel équilibre, et donc il va s'échauffer de façon importante. Il va transmettre en fait cette chaleur à l'eau qui se trouve dans la cuve, et ensuite on va ôter cette pression, et donc toute la chaleur qu'il a perdue, en fait, la fait refroidir quand on le décompresse, et donc il atteint une température largement inférieure à la source de chaleur que l'on puise dans l'environnement, ici l'air en l'occurrence. Et donc il se fait réchauffer, et puis on recommence le cycle. Alors, pour ce chauffe-eau thermodynamique, qui est quand même un budget, c'est quand même un budget qui n'est pas forcément négligeable, on est vite à 3 000 € avec l'installation comprise, voire 3 500 €. Les régions ont mis des primes à disposition depuis quelques années. Donc ici, je vais détailler par région. Donc en Flandre, on peut avoir, en fonction de votre revenu, entre 900 € et 1 200 €. Alors pour les deux catégories de revenus les plus élevés, donc là, je vous avertis pour ceux qui ont un logement en Flandre et qui souhaiteraient faire l'acquisition d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude, les deux catégories de revenus les plus élevés vont être supprimées à partir du 1er janvier 2026. Ça veut dire que ces primes vont sauter. Donc si c'est quelque chose qui fait partie de vos projets et que vous souhaitez bénéficier de primes, c'est le moment de passer à l'action. Les conditions, elles sont très souvent les mêmes dans les différentes régions, donc c'est pour faire de l'eau chaude sanitaire uniquement. On doit avoir une bonne classe énergétique. On peut cumuler avec une pompe à chaleur qui remplacerait une chaudière de chauffage centrale et ça doit être placé par un professionnel. Une condition spécifique à la Flandre qui est intéressante, c'est le fait qu'il faut pouvoir avoir un lien entre des panneaux solaires et cette installation, de sorte à déclencher l'appareil pour qu'il chauffe de l'eau au moment où vous avez trop de production et vous ne l'utilisez pas. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une sorte de batterie qui ne va pas stocker l'électricité excédentaire, mais qui va stocker en fait le surplus d'énergie sous forme d'eau chaude. Alors à Bruxelles, même si les primes sont en pause, les derniers montants qui étaient connus et qui étaient d'application en fonction des revenus étaient de 1 400 à 1 600 €, donc là c'est presque la moitié de l'investissement. Là on a les mêmes conditions qu'en Flandre. En Wallonie, on va de 560 à 1 680 € de prime fonction des revenus. Et là, on a aussi les mêmes conditions. On a une mention qui est, à mon avis, ancienne sur le fait que le système doit être équipé de lentilles légionnelles, c'est-à-dire qu'il faut que l'appareil ait des cycles réguliers au-delà de 57 degrés pour être sûr qu'on n'ait pas de problème bactérien. Mais ça, tous les chauffe-eau thermodynamiques actuellement sur le marché sont équipés de ce type de système. Alors, je vais terminer par les quick wins et puis après, on va passer aux questions-réponses. Je suis impatient de voir si vous avez des choses à me communiquer. Donc, l'isolation des conduites de chauffage, c'est souvent quelque chose qui est négligé et pourtant, ce sont des pertes vraiment importantes et c'est très vite rentable. Et donc, il y a différents matériaux qui existent, c'est assez facile à faire, c'est à la portée du bon bricoleur.
Donc bien sûr, vos gains seront dépendants de différents aspects, donc ils seront d'autant plus importants que votre système de chauffage utilise de l'eau très chaude, que vos tuyaux passent dans des locaux qui sont froids, hein, comme des garages ou une cave qui est vraiment fortement ventilée ou un vide ventilé par exemple, que vous avez beaucoup de conduites avec des grands diamètres, que les prix de l'énergie de l'année sont élevés et que vous chauffez pendant une durée assez longue. Mais donc dans tous les scénarios qu'on a déjà calculés chez nous, on peut vous garantir que les temps de retour sont entre 6 et 18 mois maximum. Et alors, petite notion de réglementation à Bruxelles, donc l'isolation des conduites de chauffage qui passent dans des locaux non chauffés, quelle que soit donc l'habitation, seront obligatoires d'ici fin 2025. Donc si vous avez envie de bricoler d'ici la fin de cette année, eh bien, mettez-vous en conformité à Bruxelles, montrez l'exemple, partagez vos trucs et astuces et encouragez les autres. Donc ici, juste un petit rappel, voilà, on voit ce que la caméra thermographique permet de montrer. Donc ici, on est sur la fin d'une conduite d'eau chaude, hein, parce que l'eau chaude sanitaire, si des conduites passent dans des locaux non chauffés, ça a aussi tout un intérêt de pouvoir les isoler. Donc là, on passe de 42 à 25 degrés, voilà, sur le même tuyau, après avoir placé une couche d'isolant, où il faudrait mettre un autocollant spécifique, hein, parce qu'on voit qu'il n'est pas très jointif dans la photo de droite. Donc il faut faire ça quand même correctement. Autre chose, et là franchement, dans les gains faciles, c'est quelque chose on a fait du monitoring énergétique dans 30 familles pendant 1 an et demi dans un autre projet européen il y a déjà 6-7 ans. Et on a été vraiment extrêmement surpris de voir ce qui s'affiche à l'écran ici. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait vraiment des pertes énergétiques très importantes au travers des ballons de stockage d'eau chaude sanitaire. C'est valable malheureusement aussi pour les chauffe-eau thermodynamiques, hein, puisque d'usine, la plupart des boilers sont équipés de 3-4 cm de mousse polyuréthane. Donc quand je vous ai dit que les pertes étaient proportionnelles à la différence de température, si on vous dit de mettre 20 cm d'isolant dans votre toiture, il fait 20 degrés chez vous, il fait 0 degré dehors. Là, si on se trouve avec 70 degrés d'eau chaude et on est dans une cave qui est à 15 degrés, ou 10 degrés, on est à 55, 60 degrés de différence, et on a 4 cm d'isolant, pas 20. Hein. Donc là, c'est sûr qu'on a fait tous ces calculs et on a aggloméré les résultats de ce projet de monitoring dans les familles belges. Et donc on a mesuré avant, après, in situ, les économies réalisées. Et donc là, ça allait, donc vous voyez les chiffres hein, qui s'affichent à l'écran en kilowattheure par an. Alors si on prend voilà, un prix du marché de l'électricité aujourd'hui, ça veut dire qu'en ajoutant 6 centimètres, on peut avoir une économie qui frise les 90 € par an. Autant vous dire que c'est moins de 90 € l'investissement de ce que vous avez à l'écran. Si vous mettez 10 centimètres, que ce soit de la laine de roche ou ce matériau qui est du papier bulle avec différentes couches d'aluminium, eh bien vous allez non pas économiser 90 €, mais 120 €. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et donc pour la petite histoire, le boiler que vous avez devant vous à l'écran, eh bien c'est le boiler de mon collègue qui n'est pas du tout bricoleur et qui m'avait dit je vais essayer de le faire avec la laine de roche. Et il s'est battu avec ses rouleaux de laine de roche. Il y en avait partout, il n'avait pas mis de gants, ça l'a irrité, ça l'a énervé, il a arrêté. Et du coup, il m'a lancé le défi de lui trouver un autre matériau, celui-ci qui se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, et qui est beaucoup plus facile à mettre. Et donc, je me suis dit que j'allais utiliser la photo de son boiler, preuve que la victoire peut être atteinte pour des quick wins, même par quelqu'un qui se dit très mauvais bricoleur. Et donc voilà, donc je salue Stéphane au passage, qui a bien voulu me donner sa photo de boiler isolé. Et alors d'autres quick wins aussi intéressants, hein, les pompes à chaleur, voilà, c'est vrai que c'est formidable parce que on n'a pas 80% ou 90% de rendement comme une chaudière. On consomme 2 à 4 fois moins par rapport à une chaudière, c'est incroyable, mais la technologie qui a vraiment révolutionné les performances dans l'habitation, c'est vraiment la technologie LED, hein, parce qu'on est passé, on consomme maintenant avec les produits LED par rapport aux vieilles ampoules 20 fois moins. Donc c'est un facteur qui est vraiment colossal. Donc là, on s'est amusé à se dire, voilà, 3 heures par jour, vous utilisez votre ampoule, et si vous la changez par une ampoule LED qui vous coûte 5 €, en combien de temps vous allez rentabiliser l'opération? Donc si vous aviez déjà une ampoule économique, ben, il faudra 30 mois. Une ampoule halogène, c'est 7 mois. Une ampoule à incandescence très ancienne, ça sera 5 mois. Donc vous voyez que c'est extrêmement rentable. Après, le quota d'économie d'énergie par rapport à votre facture globale, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est toujours intéressant. Chaque petit geste compte
quand on les accumule. Et donc là, petite note complémentaire, ça sera surtout intéressant de cibler les endroits où vous utilisez évidemment beaucoup l'éclairage, parce que dans une zone de passage ou dans une cave où vous allumez 3 fois par an, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc cibler les espaces les plus éclairés. Réflecteurs derrière les radiateurs. Tout le monde en a entendu parler. Même si vous isolez votre bâtiment, avec tout ce qu'on a dit au début de ce webinaire, n'hésitez pas à tout de même utiliser ce type de matériaux parce que ça va permettre de réfléchir toute la chaleur rayonnante du radiateur et d'éviter de chauffer le mur qui se trouve derrière, même s'il est isolé. Et donc, ça va rendre votre radiateur plus efficace. Et donc, si vous voulez conserver votre installation de chauffage central et conserver vos radiateurs et leur permettre de fonctionner de façon efficace avec une pompe à chaleur à terme, ça reste quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc là, évidemment, quand on n'a rien isolé, à travers un mur, on voit bien avec les caméras thermographiques les pertes catastrophiques que ça engendre, ou pire, devant des châssis de fenêtres. Donc ça, c'est clairement des choses à proscrire. Et là aussi, on s'est amusé à faire le temps de retour avec les hypothèses qui sont mises en dessous. Et donc moi, je vais m'attarder sur le mur plein non isolé. Et donc le temps de retour de votre feuille isolante, c'est de 10 mois avec du gaz ou de 11 mois avec du mazout. Et puis forcément, plus votre paroi est isolée, plus le temps de retour s'allonge, mais ça reste de toute façon intéressant et certainement ça améliore le fonctionnement de votre radiateur. Avant-dernier quick wins et puis on passe aux questions-réponses. Contrôler correctement son système de chauffage, le programmer pour être sûr qu'on ne chauffe que les espaces qui sont nécessaires à la bonne température et pas plus. C'est quelque chose d'important. Et donc aujourd'hui, on a des thermostats intelligents, on a des vannes intelligentes qui sont programmables, automatisées. Et donc, il y a moyen de s'équiper et de faire, en tout cas, de mieux contrôler son chauffage. Dernier quick wins, vérifiez votre contrat d'énergie. Parce que le régulateur fédéral, la CREG, c'est ce que vous voyez, a fait encore un communiqué de presse l'année passée en dénonçant le fait que 1 200 000 ménages belges payent encore au moins 1 000 € en trop pour leur énergie parce qu'ils n'ont pas le meilleur contrat. Donc ça, c'est quand même un peu dommage de se dire que chaque année, en sélectionnant le meilleur contrat, on pourrait investir 1 000 € dans quelque chose. Et donc, tous les quick wins que je vous ai montrés, là, franchement, avec 1 000 € en une année, vous aurez effectué tous les quick wins dans votre logement. Et donc, les années suivantes, ce sera du bonus pour pouvoir réaliser d'autres investissements. Donc voilà, donc il faudrait voir si votre tarif actuel est toujours voilà, d'actualité. Aujourd'hui, on peut changer de fournisseur, c'est vraiment facile. On s'est battu en tant qu'organisation de consommateurs pour y arriver, pour ne plus avoir de période minimale liée à un fournisseur, pour ne plus avoir d'indemnité à payer lorsque vous quittez le fournisseur. Et en plus, quand vous changez de contrat sur notamment des comparateurs, vous avez souvent des promotions qui sont proposées par les fournisseurs. Alors concrètement, je terminerai par là, si vous voulez changer de contrat et pouvoir comparer les contrats, nous, on a un comparateur sur le site de Testachat qui est ouvert, que vous soyez membre ou pas du tout, ça n'a aucun impact, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, vous pouvez faire une simulation, idéalement en prenant votre dernière facture de régularisation et en encodant toutes vos consommations détaillées. Et donc, vous pourrez voir le coût annuel, vous divisez par 12 et vous voyez si la mensualité qui vous est proposée est supérieure ou inférieure à votre contrat actuel. Et donc, ça vous permet directement, sur la même plateforme, de changer, d'opter pour l'offre du fournisseur le plus avantageux. Et donc, nous, on est présent sur les 3 régions. Alors, chaque régulateur régional du marché de l'électricité et du gaz propose également donc, un comparateur. Donc, on a le VTest en Flandre. À Bruxelles, on a le comparateur de Bruegel et le nôtre aussi. Et en Wallonie, on a celui de la Coop pour pouvoir donc changer et comparer les contrats d'énergie. Et donc voilà, ça y est, j'en ai fini. J'étais un peu plus long que prévu. Donc là, j'attends que les questions. Que pensiez-vous de la mousse projetée par l'intérieur pour l'isolation de la toiture? L'avantage de la mousse projetée par l'intérieur, c'est que c'est une technique qui est très rapide à mettre en œuvre, qui est facile et donc qui est en général peu coûteuse. Maintenant, elle
elle nécessite le fait d'avoir une toiture qui soit en bon état et d'avoir une sous-toiture, parce que sinon, c'est pas indiqué de placer ce type d'isolant. Et alors, par rapport à des panneaux en polyuréthane, si c'est le matériau que vous souhaiteriez retenir, puisque c'est ça, hein, c'est du polyuréthane, la mousse qui est projetée, euh, la performance de la mousse projetée est un petit peu plus faible, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra plus d'épaisseur par rapport à un panneau de toiture standard. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est quelque chose à voir en fonction de l'épaisseur qui est disponible dans votre toiture et de voir quel type de finition vous souhaiteriez apporter. Puisque cette mousse, quand elle est projetée, une fois qu'elle sèche, il y a une espèce de croûte en fait brillante quand elle est totalement sèche. Et donc, si on coupe en fait cette croûte, l'étanchéité à l'air n'est pas toujours à 100% garantie. Maintenant, si vous mettez une finition intérieure, il n'y aura pas de problème, hein. Donc ça, c'est l'avantage, hein, c'est le budget et la rapidité de chantier, puisque tout est projeté. Donc après, donc du moment que c'est pas vous qui le faites, hein, parce que c'est vrai qu'il faut avoir un équipement spécifique pour ça, de protection, pour différentes raisons, parce que le matériau, voilà, peut être irritant pour la peau ou pour les voies respiratoires. Mais donc une fois que le matériau est posé et qu'il a séché, il n'y a plus aucun danger. Maintenant, il a ses caractéristiques propres. Donc c'est-à-dire, comme je le disais, si vous voulez plutôt, si vous êtes dans une zone avec des problèmes de bruit ou acoustique, ou vous souhaitez vraiment vous prémunir des canicules, ben là, ce matériau, comme il est beaucoup plus léger et qu'il est donc moins lourd, en fait, la densité, donc la lourdeur du matériau permet de stopper pendant quelques jours en fait l'entrée de chaleur à travers la toiture. Et donc, ce type de matériau est moins performant par rapport à cet aspect-là. Mais donc, c'est un matériau voilà, qui a toutes ses qualités, qui est reconnu par la PEB. Et donc, il y a tout à fait moyen de mettre ce type de matériau en œuvre. Après, ça dépend des critères qui sont importants pour vous. Voilà, je pense que du coup, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, vraiment, je vous remercie d'être présent et d'avoir assisté à ce webinaire, parce que c'est vraiment très chouette d'avoir du public au moment du live, même si en général, on a beaucoup plus de personnes qui regardent en replay. Donc, notre prochain webinaire a lieu mardi prochain, donc de 19h à 20h30. Donc, ça, c'est vraiment sur la rentabilité des pompes à chaleur. Et nos précédents webinaires, mais qui sont sur la plateforme dont je vais mettre l'adresse juste après, hein, qui ont déjà eu lieu. Donc, il y en avait un qui était dédié à votre logement est-il prêt pour la pompe à chaleur. On a vraiment regardé toutes les informations qui sont à votre disposition normalement de façon assez facile pour pouvoir estimer vous-même si votre logement est prêt ou pas. Donc, c'est peut-être un webinaire que vous pourriez voir pour estimer quel type de travaux de ce qu'on a abordé ce soir sont vraiment nécessaires chez vous. Et alors, installer une pompe à chaleur dans votre logement, donc là, en pratique, avec un installateur. Donc là, on avait déjà eu un webinaire là-dessus. On avait eu un autre webinaire où on a parlé de tous les types de pompes à chaleur et quels sont les types de pompes à chaleur les plus adaptés en fonction du logement et des besoins. Et on avait un utilisateur de pompe à chaleur depuis plusieurs années qui nous avait partagé son expérience. Donc là, je vous remets aussi le lien de notre campagne d'installation collective de pompes à chaleur RR, donc avec une des offres sans engagement si vous souhaitez obtenir des offres par rapport à ça. Et alors là, c'est l'adresse de notre projet, donc de l'action pompe à chaleur pour l'instant, donc www.testachat.be/action/pompe à chaleur. Et entre-temps, je vois que j'ai un nouveau post, pas de questions pour ma part, merci beaucoup. Ben voilà. Eh ben super, donc en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez revoir ce webinaire, si ça vous avait intéressé, si vous pensez que d'autres personnes sont intéressées par ce webinaire, par ce sujet ou par les autres sujets qui ont déjà été abordés, à leur renseigner la plateforme. Donc ils seront redirigés vers notre chaîne YouTube sur laquelle il y a tous les enregistrements. Et alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, des suggestions, quelque chose qui n'est pas clair, à vous rendre sur notre site ou à faire des commentaires directement sous les replays qui sont disponibles sur la plateforme. Comme ça nous permet d'ajuster nos contenus et aussi de remplir les Frequently Asked Questions, donc les FAQ qui se trouvent sur cette même plateforme. Et donc, au fur et à mesure des webinaires, toutes les questions qui sont posées, donc comme celle ce soir,
ou celles qui seront posées dans les replays, beh, ça nous permet de remplir de plus en plus, en fait, tous ces échanges et donc d'informer plus correctement, le plus grand nombre de personnes qui sont intéressées par ce thème. Voilà, donc j'espère vous voir, la semaine prochaine. Je vous remercie encore de votre présence et donc, à très bientôt et une excellente soirée à tous. Au revoir.